Parfait, merci Christian. Merci pour l'introduction. Donc oui, cette conférence, d'abord, je suis très content d'être à Bordeaux, même si c'est virtuellement. J'ai toujours un plaisir de venir participer à l'Agile Tour et de venir voir mes amis bordelais. Donc cette conférence, oui, sera un peu technique. Moi, je m'appelle Arnaud Bailly, je suis développeur depuis un certain temps, un peu trop longtemps peut-être. Et donc, nous allons parler de TDD et de TDD. Donc, je pense que tout le monde connaît TDD dans le monde de l'agilité. TDD comme Test Driven Development ou développement dirigé par les tests. A priori, je pense que même si vous n'êtes pas technicien, vous avez dû en entendre parler. Et donc, le deuxième TDD, c'est quoi? C'est l'idée que le T peut aussi signifier type, donc Type Driven Development en anglais, c'est-à-dire développement dirigé par les types. Et donc l'objectif de cette conférence, c'est un peu de faire toucher du doigt, ou en tout cas de présenter un certain nombre de pratiques qui ne sont pas forcément mainstream aujourd'hui, mais qui pourraient avoir vocation à le devenir, si suffisamment d'équipes s'y intéressent, et qui ont le mérite d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire en fait de dire de faire ce que permet de faire le test, le TDD dans le sens de test, c'est-à-dire d'avoir cette boucle de feedback qui est très rapide dans le travail du développeur, et de la faire à un autre niveau encore, c'est en fait avant même que la moindre ligne de code n'ait été exécutée, donc en utilisant le compilateur, donc en utilisant vraiment la notion de type qui est assez centrale, qui est de plus en plus importante dans les langages de programmation. Voilà un petit peu l'introduction. Donc cette conférence, elle risque d'être un petit peu rapide et un petit peu dense. N'hésitez pas, si vous avez des questions à la fin, à poser des questions. Et puis bien évidemment, je reste à disposition pour toute autre discussion un peu plus large par la suite, si vous avez des détails techniques à demander. Je n'ai pas fait de slide. Comme c'est une conférence technique, on va surtout faire du code. Hein. Et alors, je vais pas faire forcément énormément de code. Je vais pas taper le code en live. Je vais vous montrer un déroulement d'un certain nombre d'une évolution au travers de l'outil de développement. Mais voilà, c'est du vrai code qui marche, et même on va essayer de le faire marcher à un certain moment. Donc le déroulé de la présentation, ça va être, je vais essayer de détailler un exemple qui est très simple, volontairement, hein, qui est fonctionnellement très simple, et de voir comment on passe comment on peut mettre en œuvre cette idée de type-driven development au travers un certain nombre en passant par en partant du test-driven development, en passant par ce qu'on appelle le property-based testing, donc le test à base de propriétés, et jusqu'à comment en fait le type devient un outil et un moyen d'améliorer la boucle de feedback et d'avoir du feedback de la part du compilateur. Donc ce sera un exemple un peu plus détaillé. Et puis la deuxième partie, je présenterai un exemple fonctionnellement plus riche, et donc avec plus de code, mais là j'irai plus vite, et on s'intéressera surtout aux grandes idées et à un certain nombre de pratiques et d'outils et de techniques avancées pour qui résonneront très probablement plus par rapport à vos besoins, les besoins de vos métiers dans le code actuel, que l'exemple simple qu'on va voir là tout de suite, qui est l'exemple d'un quiz. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on doit réaliser un quiz, et dans ce quiz il y a des questions, et ces questions ont une réponse attendue. Et donc l'idée c'est d'écrire un logiciel, hein, voilà, dans lequel l'utilisateur pourrait répondre aux questions, et puis à la fin il aurait une note ou un retour sur le nombre de questions répondues correctement. Et donc une manière assez directe de représenter, hein, donc d'encoder cette notion de question. Donc voilà, l'exemple d'une question, par exemple, assez intéressante, assez riche, c'est quelle est la couleur du cheval blanc dans les 4. Et bien évidemment, la réponse attendue à cette question, c'est qu'il doit être blanc.
Et donc, l'idée, c'est qu'on va représenter cette question de manière assez simple, au travers d'un type. Donc, ce type, c'est le type question. Donc là, j'utilise le langage Haskell parce que c'est le langage que je connais mieux et qui possède le système de type le plus avancé, mais j'ai envie de dire, c'est tout à fait transposable à d'autres langages. Ça peut être du TypeScript si vous êtes dans le monde plutôt front. Ça peut être même du Java, du .NET. Aujourd'hui, les systèmes vont assez loin. Et donc, une question, c'est quoi? C'est une question, le texte d'une question, donc une chaîne de caractères, et puis une réponse attendue, donc une autre chaîne de caractères. Et comment on va développer comment on pourrait coder en fait les fonctionnalités de cette question, et notamment comment on pourrait coder le fait de vérifier si une réponse est correcte en TDD, par exemple. Donc là, j'utilise un petit framework qui est un BDD-like, qui s'appelle HSpec, mais là, encore une fois, je pense que c'est pas trop compliqué de mapper sur votre propre technologie. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, si je veux vérifier une réponse, la réponse va être vraie si la réponse donnée est égale à la réponse attendue. Et donc, le test, c'est, étant donné une question qui serait, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, si je dois vérifier la réponse blanc, cette réponse devrait, en toute logique, être vrai. Et donc, si je veux exécuter ce code, donc là, on est dans du TDD, j'ai envie de dire, tout à fait classique. Si je veux exécuter ce code, voilà, ça passe, ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce que, encore une fois, suivant les principes TDD, lorsque j'écris ce test, l'implémentation minimale qui fait passer ce test, de vérifier la réponse, c'est que, quelle que soit la question, la réponse, je dois retourner vrai. Bon, ça c'est assez simple. Regardons ce qui se passe maintenant sur un exemple un peu plus compliqué, qui est typiquement lorsqu'on va le faire lorsqu'on va vouloir explorer les fonctionnalités du système en TDD, on va rajouter des cas. Et donc on va dire oui, donc c'est cool. Là j'avais mon fake true. Maintenant, si je donne la mauvaise réponse, la fonction vérifie la réponse, doit me retourner fausse. Et effectivement, c'est ce qu'elle va faire avec une implémentation qui est relativement simple, qui est le fait qu'on va vérifier l'égalité des deux réponses. Ok, donc ça, so far so good. La troisième étape de la boucle de TDD, c'est le refactoring. Et le refactoring, ça consiste en quoi? Ça consiste assez souvent, en tout cas une des premières étapes de refactoring, ça va consister à supprimer la duplication. Et donc là, on voit que dans notre code, alors c'est du code de test, mais du code de test, c'est du code quand même. Dans notre code, on a de la duplication, et donc voilà, je vais supprimer la duplication et donc factoriser la question. Et petit à petit, en fait, mon code va évoluer, guidé par mes tests, pour répondre aux besoins fonctionnels et tout en ayant ce harnais de vérification que va être le test. Et donc, les fonctionnalités, généralement, elles vont être capables, on va être capable de les faire évoluer. Et donc, c'est un peu le but du jeu de faire du TDD, c'est d'être capable de répondre aux besoins de changement des fonctionnels qui, évidemment, ont toujours plein d'idées. Et là, en l'occurrence, ce qu'on aura envie de se dire, c'est que si l'utilisateur donne une réponse, et que cette réponse, par exemple, il la met en majuscule, et que la réponse attendue est en minuscule, ça devrait marcher. C'est en fait, grosso modo, ce qu'on voudrait, c'est que le test, en tout cas la fonctionnalité, soit indépendante de la casse. Et donc, ce que je voudrais, c'est que si jamais à la question quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, l'utilisateur répond blanc en mettant B en majuscule, la réponse devrait quand même être true. Voilà, donc au fur et à mesure, on rajoute de la fonctionnalité. Et donc, une des manières de vérifier et de valider, d'implémenter cette fonctionnalité, c'est la manière la plus simple, en tout cas relativement évidente, c'est de dire, ok, il n'y a pas de problème. Si la première lettre, je prends la première lettre de la chaîne de caractères, donc ici dans P, alors ça aurait été plus joli si j'avais fait ça comme ça, évidemment. Voilà. Si cette première lettre, je l'extrais de ma chaîne de caractères, c'est en fait, alors là, dans SQL, c'est faire ce qu'on appelle du pattern matching. C'est en fait, je vais comparer ma chaîne de caractères et puis je vais la déstructurer, c'est des destructuring assignment en Python ou en JavaScript. Bon,
Aujourd'hui, c'est très très court. Eh bien, je vais en fait normaliser ma chaîne et puis la mettre en minuscule et comparer avec la réponse attendue. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'après, on peut commencer à se dire, ah oui, mais bon, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si, si j'ai tout en majuscule? Et on sent bien qu'au fur et à mesure, en rajoutant des cas, je vais rajouter des cas dans mon fonctionnel, enfin des cas de test, des exemples, et l'injection de ces exemples va me permettre de trianguler jusqu'à arriver à un code qui est fonctionnellement correct. Soit dit en passant, ici, si je regarde ce qui se passe lorsque j'exécute ce code, hein, donc je vais le charger, on voit déjà une première chose et un premier indice de ce dont je veux, qui est le cœur en fait, enfin, en tout cas qui est une des idées dont je voulais parler, qui est la notion de boucle de feedback par le compilateur. Aujourd'hui, hein, le compilateur, quand j'essaye de compiler ce code, il me donne un message. Alors bon, le message est en anglais et puis bien évidemment, il dépend de la technologie. Mais là, en l'occurrence, il me dit pattern match are non-exhaustive. Et en fait, il me dit bah ouais, vérifier la réponse. En fait, ça marche si elle a au moins un caractère, mais en fait, si la réponse est vide, ben ton code il va foirer. Donc ça veut dire que le compilateur, le fait d'avoir des types un peu structurés. En l'occurrence, la chaîne de caractères, c'est pas super structuré, mais c'est déjà un petit peu structuré. Et le fait de se reposer sur la structure de ce type va en fait apporter ce sont des informations que le compilateur va pouvoir utiliser. Et l'idée, bien évidemment, ça va être de raffiner ces types au maximum. Donc, dans le cas présent, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne, si j'avance un petit peu dans le cas, hein, si je regarde ce que donne mon test ici, faut le temps que voilà. Donc là, je vais rajouter un centre de cas, arriver par exemple à voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe si je fais une typo, et puis je vais arriver à un cas qui est encore plus intéressant, qui est le cas, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si la réponse elle-même contient des majuscules? Là, c'est pareil en fait. Voilà, si je donne la réponse exacte, je dois pouvoir avoir le résultat doit être toujours vrai. Hein, et donc, là encore, mes tests me permettent de raffiner mon code et petit à petit d'avoir une implémentation qui est de plus en plus correcte. Et on voit bien que cette implémentation-là, hein, je compare en fait la chaîne de caractères en minuscules, bah, ça ne va pas marcher. Hein, et donc, juste pour qu'on se convainque bien que ça ne marche pas. Donc, premièrement, j'ai supprimé le cas, j'ai supprimé le message du compilateur. Là, on a vu, je traite en fait tous les cas, puisque je considère que proposition ici, ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères, y compris la chaîne vide. Par contre, si j'exécute mon test, eh bien, mon test ici échoue lamentablement, parce que, ben oui, Kenbeck, si je le mets en minuscule, c'est pas la même chose que Kenbeck avec des K majuscules. Et donc tout ça nous amène petit à petit à la réponse entre guillemets correcte, hein, l'implémentation la plus générique, générale en tout cas, qui est de dire bah, je vais comparer les chaînes de caractères en minuscules. Donc, je vais aussi faire en sorte que la réponse attendue, je vais la comparer et je vais la mettre en minuscule aussi avant de faire la comparaison. Donc ça nous donne une implémentation qui a priori est relativement robuste et répond aux besoins. Hein. Je peux comparer des chaînes de caractères sans tenir compte de la casse. Maintenant, donc ça c'est du TDD avec le T comme test, bien évidemment. Maintenant, on peut se poser la question, et bien évidemment, c'est le but de cette conférence de la poser, c'est de dire, mais est-ce que finalement, c'est bien, est-ce que c'est bien dans la notion de vérifier la réponse que cette idée d'égalité, en fait, cette idée, ici on a deux concepts en fait. On a le concept de vérifier qu'une réponse est correcte par rapport à une réponse attendue, et puis on a un deuxième concept qui est le fait de dire bah oui, mais cette comparaison, elle doit se faire elle doit être insensible à la casse. Et l'idée centrale de ce que je vais montrer maintenant, c'est de dire mais est-ce que cette propriété d'être insensible à la casse lorsque je compare deux chaînes de caractères, eh bien, est-ce que ce serait pas intéressant d'en faire une propriété qui est d'ordre plus général, c'est-à-dire en fait qui ne soit pas une propriété, qui ne soit pas du code, qui soit directement embarqué dans vérifier la réponse, parce que
on sent bien que si demain, par exemple, je rajoute des fonctionnalités, enfin, on sent bien. À la limite, vous allez me dire, dans XP, on attend de voir. Mais bon, on peut se poser la question, on peut se demander, ben oui, mais est-ce que la chaîne de caractères, est-ce qu'une chaîne bête, une bête chaîne, c'est vraiment la représentation la plus optimale? Qu'est-ce qui va se passer si demain j'ai des QCM, bah, ou quel cas, c'est peut-être pas tout à fait le même type de réponse? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai d'autres types de questions, etc., etc. Et donc, l'idée, hein, c'est de bien séparer les concepts, et en particulier des concepts qui sont d'ordre relativement généraux, le fait de comparer des chaînes de caractères de manière insensible à la casse, eh bien, on a envie d'en faire quelque chose. Alors, une réponse facile serait de dire, bah, oui, il suffirait en fait d'extraire cette fonction, hein, de dire, bah, par exemple, je pourrais imaginer de créer une comparée sans casse, et de dire, bah, je vais prendre deux chaînes de caractères, et puis je vais les comparer sans tenir compte de la casse. Et du coup, comparer sans casse, si je prends A et B, eh ben, je vais faire voilà, fmap, toolhour, etc. etc. L'idée, et donc ça va être embarqué dans le code. L'idée de se servir, mais l'idée c'est de se servir du compilateur. Enfin, quand on a un compilateur à sa disposition, on a envie de s'en servir et dire, mais finalement, moi, ce que je veux, c'est exprimer le concept de fait que le concept d'une chaîne sans casse, en fait, une chaîne qui est insensible à la casse. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Je peux tout à fait commencer à définir en fait le type, de dire alors, hop, il faut que je revienne ici. Donc je supprime les changements. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que l'idée du type-driven development, c'est d'embarquer dans le type directement, donc dans le type ici sans casse. Le type sans casse, ça va être, alors, il va contenir une chaîne de caractères, mais je vais avoir un type différent d'une chaîne de caractères. C'est-à-dire quelque chose, un objet qui est sans casse, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères sans casse. Et là, je fais un saut quantique pour introduire un nouveau concept, c'est que oui, c'est intéressant, mais rien ne me dit que ce type sans casse, il tient compte effectivement, il est capable de comparer les chaînes de caractères sans casse. Et c'est là où j'introduis, où on peut introduire un nouvel outil qui est la notion de property based testing. C'est-à-dire, d'une part, j'ai des types qui sont, par exemple, une chaîne de caractères sans casse, et d'autre part, j'ai des propriétés de ces types. Et ces propriétés, eh bien, je peux les vérifier par une suite de tests unitaires tels que je les ai montrés ici, donc dans la vérification de la spécification. Et donc, je pourrais tout à fait vérifier, enfin, je pourrais tout à fait en fait reporter mes tests ici, comparant une chaîne de caractères sans casse, et au lieu de comparer directement vérifier la réponse, je pourrais l'appliquer ces tests au type sans casse. Mais on peut se dire, oui, mais bon, est-ce que là je teste deux cas, mais qu'est-ce qui se passe si la chaîne est vide? Qu'est-ce qui se passe si la chaîne est toute en majuscule, etc., etc. Et donc, la notion de propriété, c'est de dire, mais ce que je veux exprimer vraiment, c'est je veux exprimer une propriété d'ordre logique qui est, eh bien, qui est l'égalité sans casse, c'est que si je prends n'importe quelle, donc pour toute chaîne sans casse, eh bien cette chaîne sans casse, je veux que si je permute la casse des caractères qui composent la chaîne et que j'en fais une autre chaîne sans casse, eh bien à ce moment-là, les deux chaînes doivent être égales. Donc là, ce que j'ai fait dans ce bout de code là, dans ces trentaines de caractères, c'est exprimer la propriété que mon type sans casse, lorsque je veux le comparer, eh bien, la comparaison va se faire vraiment sans casse. Et donc, va se faire sans tenir compte de la casse. Et donc, bien évidemment, cette propriété, elle est liée à la capacité à deux choses. Donc, cette notion de property based testing, elle dépend de deux possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir une fonction qui va effectivement permuter la caste de la chaîne. Et une deuxième possibilité qui est la possibilité de générer des chaînes arbitraires. Donc, si je regarde un peu la permuter la casse et que j'essaye de
de voir ce que ça donne, donc d'avancer un petit peu dans mon code. Eh bien, permuter la casse, c'est assez simple. Hein, c'est un code qui regarde une chaîne de caractères et qui, pour chaque caractère de la chaîne, va vérifier s'il est en majuscule, va le mettre en minuscule, et s'il est en minuscule, va le mettre en majuscule. Donc c'est un moyen très simple de changer et de vérifier que les comparaisons ne pas tout correctes. Donc là, ce code-là est écrit de manière récursive parce que c'est beaucoup plus simple en Haskell, mais on pourrait très bien imaginer de l'écrire aussi de manière itérative, avec une boucle. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, je prends une chaîne de caractères et puis je vais inverser la case de chacun des bouts de code, et puis je vais vérifier que les chaînes sont égales. Alors, ce code-là, si j'essaie de le compiler, eh bien, il compile. Alors, il compile avec un warning. Il me dit, ah oui, mais attention. Et donc, c'est là où on retrouve en fait la capacité du compilateur à être intelligent. Et donc, plus mes types vont être riches, plus j'aurai la capacité d'avoir cette information. De dire, oui, mais attention, tu n'as pas tenu compte de tous les cas. Ici, en fait, dans ton code, ici, tu prends bien en compte le cas où la chaîne est vide. Tu prends bien en compte le cas où la chaîne a au moins un caractère. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si le caractère n'est ni en majuscule ni en minuscule? Ce qui peut arriver. Une virgule, par exemple, ça n'est ni en minuscule ni en majuscule. Donc ça, c'est intéressant. C'est un autre petit bonus du fait d'avoir des types. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de... En fait, je peux exécuter cette propriété. Et donc là, c'est là où le property-based testing rentre en jeu, c'est de dire, maintenant, je veux checker. Bon, il y a un outil qui s'appelle QuickCheck, qui existe en plein d'autres langages qu'en Haskell. Je vais vérifier est-ce que cette propriété est vraiment vérifiée. Alors, cette propriété, non, elle n'est pas vérifiée, parce qu'en fait, elle n'est pas vérifiable, parce que je suis pas capable de générer arbitrairement, en fait, des objets sans casse. Donc, il va falloir que je passe à l'état supérieur, qui est de dire, ça veut dire quoi générer un objet sans casse arbitraire, donc une structure de données sans casse? Eh bien, ça veut dire, je vais générer une chaîne de caractères arbitraire, et puis cette chaîne de caractères, alors là, je me limite au caractère ASCII pour des raisons de simplicité, parce que la casse dans l'Unicode, c'est pas forcément évident, et qu'on va pas y passer non plus la nuit, vu qu'on n'a que 45 minutes ou 50 minutes. Voilà, mais simplement, là, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais construire, en fait, je vais générer une chaîne de caractères arbitraire et je vais l'encapsuler, construire un type sans casse avec elle. Et normalement, maintenant, si j'exécute, si je je recompile mon code et que j'exécute, QuickCheck, en fait, il va générer des instances de sans casse et il va vérifier que pour toutes les instances générées, mon test passe. Alors, on peut même s'amuser à regarder, mais est-ce que à regarder quelles sont les instances qui sont générées. Voilà, et donc par exemple, voilà tous les cas de test qu'il va tester. Et donc QuickCheck, le property-based testing en général et QuickCheck en particulier, sont des outils assez extraordinaires parce que ça permet vraiment de construire, en fait, d'exprimer de manière simple, et donc simple, en tout cas dans du code, d'exprimer les propriétés qu'on attend de notre système, et donc notamment les propriétés qu'on attend d'un type. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que là, notre type sans casse, j'ai pas mal de certitudes que maintenant, il est correct. Et du coup, eh bien, ce que je peux faire, c'est finalement, une fois que j'ai exprimé cette propriété d'être sans casse, je vais maintenant l'utiliser et je vais ici, donc où est-ce que j'étais, voilà, je vais maintenant pouvoir me servir de ce type et pouvoir simplifier mon code. Donc, ce qu'on a fait là, ce qui est assez, que moi personnellement je trouve intéressant, mais en tout cas qui est une qui a priori offre de la valeur ajoutée par rapport au code précédent, c'est que du coup maintenant j'ai toujours mon code TDD, j'ai toujours mon TDD qui vérifie les propriétés fonctionnelles de ma question. Ça ne change pas, il n'y a pas de problème, je peux continuer à le faire. Par contre, j'ai raffiné, en fait, j'ai utilisé un type plus précis,
pour ma réponse attendue et aussi pour vérifier la réponse. Et ce type plus précis, c'est un type sans casse. Et donc, du coup, au lieu de devoir vérifier, au lieu de devoir embarquer dans mon code métier, qui est le code lié à la question, le concept de comparer des chaînes de caractères sans tenir compte de la casse, eh bien, j'ai extrait ce concept dans un type. Et maintenant, je peux me servir de ce concept non seulement pour vérifier des questions et des réponses, mais aussi peut-être pour faire, par exemple, gérer des chemins de fichiers sous Windows ou sous Mac, qui sont eux aussi, qui eux aussi ne tiennent pas compte de la casse. Donc cette idée d'avoir des types, et l'idée centrale que j'essayais de... Ah oui, et du coup, petite cerise du gâteau, en fait, le code est beaucoup plus simple. On voit bien qu'ici, le code de vérifier la réponse, il est trivial maintenant, il est redevenu ce qu'il était au début, c'est-à-dire que je vérifie l'égalité entre la réponse attendue et la proposition, et les tests sont aussi beaucoup plus simples, c'est-à-dire que je n'ai pas à vérifier tous les cas qui correspondent à un changement de casse ou à une casse différente. Du coup, mon code fonctionnel lui-même c'est devenu beaucoup plus simple, et ce code fonctionnel, je peux commencer à, voilà, je peux le rendre beaucoup plus expressif par rapport aux besoins. En fait, j'ai enlevé du bruit, qui est du bruit non technique, entre guillemets, technique, en tout cas, non directement lié à mon code fonctionnel. J'ai enlevé ce bruit et je l'ai extrait dans un type. Et du coup, j'ai encapsulé ce bruit, et maintenant j'ai une boîte noire, qui est le type sans casse. Et cette boîte noire, j'ai pu vérifier ses propriétés au travers de quick check. Et donc, cette notion de vérifier les propriétés d'un type, maintenant, me donne des garanties beaucoup plus fortes que ce que j'avais auparavant. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier exemple. Et du coup, donc, je suis en train de regarder rapidement dans le chat, mais voir si vous avez des questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, et j'espère que Christian me les relaiera. Il n'y a pas de souci. Vous levez la main, dans le pire des cas, si c'est une question à adresser de vive voix. Et puis sinon, effectivement, vous utilisez ou le chat ou le QR. Le gros avantage de faire ça en distance, c'est que vous pouvez absolument partir à n'importe quel moment sans que personne ne le remarque, et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ça permet d'appliquer la loi des deux pieds à son maximum. C'est un petit peu frustrant pour les présentateurs, mais bon, c'est la vie. Voilà, donc ce premier exemple, donc j'ai déroulé un exemple simple. On va maintenant s'intéresser à un exemple un peu plus intéressant, en tout cas un peu plus complexe. Et je vais dérouler cet exemple un peu de la même manière, mais en m'attardant moins sur les détails du code. Et cet exemple, en fait, alors, est-ce que j'ai ici, oui, donc normalement, je dois avoir cet exemple. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là, cet exemple. Alors, si on regarde cet exemple, c'est quoi? C'est l'exemple du numéro INSEE. Numéro INSEE ou numéro d'identité nationale. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout replier comme ça. Voilà. On va s'intéresser. Donc, le numéro INSEE, hein, c'est quoi? C'est votre numéro de sécurité sociale. Donc, et ce numéro de sécurité sociale, pourquoi il est intéressant? Il est intéressant parce que, alors j'essaie de retrouver la fenêtre qui va bien. Malheureusement, je l'ai évidemment perdu. Voilà, un numéro de sécurité sociale. Hein, et donc, ce numéro de sécurité sociale, c'est un exemple que j'ai pris parce qu'il est fonctionnellement relativement riche. Il correspond en fait, hein, voilà, c'est un code, et ce code va contenir pas mal d'informations sur vous. Le sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, le département, etc. Et donc, typiquement, hein, si je veux m'intéresser, si je veux développer ce code en... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé la page, voilà. Donc c'est ce schéma-là que je voulais montrer, qui est relativement intéressant et assez riche, hein, voilà, qui montre un petit peu donc les différentes composantes d'un numéro d'identification. Donc on l'appelleront NIR pour l'instant. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais nous utiliserons cet acronyme puisque les gens du métier l'utilisent.
Et donc, une manière, on va dire, assez simple et assez alors, hop, voilà, une première représentation en fait du NIR, c'est dire, c'est quoi? Un NIR, c'est une chaîne de caractères. Et donc, je peux développer, en fait, implémenter un numéro d'identification INSEE, et très certainement, hein, si on regarde un peu comment c'est, si on avait la possibilité de regarder comment c'était fait à la CPAM, il est très très possible que ce qui soit implémenté à la à la caisse primaire d'assurance maladie ou dans d'autres ou dans différents systèmes qu'utilise NIR soit pas très éloigné de ce que je veux, ce qu'on veut représenter ici. Et donc on pourra ici on pourra ici, en fait, implémenter le NIR et vérifier la validité de notre numéro d'identification au travers de tests. Et donc là, je vais pouvoir déployer toute une batterie de tests. Alors là, donc là, je le fais en raccourci, mais l'idée, c'est que lorsqu'on est c'est que l'idée du TDD, c'est de permettre d'avancer par petits pas et test par test, de rajouter de la fonctionnalité jusqu'à atteindre la fonctionnalité maximale qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, là, dans ce cas particulier, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que de vérifier que les NIR, que je n'ai que des NIR valides, hein, de vérifier la validité d'un numéro d'identification, d'un numéro INSEE. Et donc voilà, il y a un certain nombre de cas ici que j'ai représentés. Et puis on va tester que on a le bon nombre de caractères, on va tester que le premier caractère est soit 1, soit 2, que les caractères 2 et 3 représentent la naissance sur 2 chiffres, etc., etc., etc. Et à chaque fois, j'ai des cas négatifs. En fait, j'ai un NIR valide que je testais, mais je pense que j'ai oublié le cas valide s'il se trouve à la fin. Mais on a le cas valide et puis on a plein de cas d'erreurs. Et ces cas d'erreur, en fait, comme on voit que mon NIR ici peut prendre n'importe quelle chaîne de caractères, les cas d'erreur, il y en a beaucoup. Hein. N'importe quelle chaîne de caractères, c'est un espace potentiellement infini. Les NIR valides, en fait, c'est un espace fini. Pourquoi? Parce que un NIR est composé de 15 caractères, de 15 chiffres, et donc 15 chiffres, c'est 10 puissance 15 valeurs possibles, et pas une infinité, ce qui est le cas pour une chaîne de caractères. Et même si mon travail de test, mon travail de développeur, je le fais correctement, il y a très certainement des cas que je vais oublier. Et donc, au fur et à mesure, on imagine bien que en testant fonctionnellement, en recettant, en discutant avec les gens du métier, ils se disent « Ah oui, mais attends, est-ce que tu as pensé à tel cas ?» etc., etc. Alors, le cas, par exemple, assez rigolo, et qui est en fait une simplification du cas réel, c'est la notion du département, le lien entre le département de naissance et la commune de naissance. Et donc, vous savez probablement que lorsque le caractère 6 et 7 représente le code du département, les caractères 8, 9, 10 représentent la commune. Alors, sauf les cas particuliers, les cas particuliers intéressants, c'est quoi? C'est que si vous êtes né à l'étranger, vous aurez 99 comme code département, et vous aurez non pas une code commune, mais un code pays, sur 3 chiffres. Et si vous êtes né dans un territoire ou un département d'outre-mer, eh bien, en fait, les caractères 6, 7 et 8 représenteront le département de naissance, et ce seront les caractères 9 et 10 qui représenteront la commune. Donc, en fait, là, ce que j'ai représenté ici, c'est une simplification du code réel. Mais je pense que voilà, tout le monde peut faire le saut jusqu'au cas réel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même en s'intéressant uniquement au cas du code département et du code étranger, eh bien, on voit bien qu'il y a déjà pas mal de cas. Par exemple, dans le département incorrect, ici, on voit que le numéro de département 96 ne correspond pas à un numéro de département correct. Donc, je ne devrais pas pouvoir avoir 96. Voilà. Dernier truc amusant sur le NIR, c'est le calcul de la clé. Le calcul de la clé, alors ce qui est assez amusant, c'est de regarder, en fait, quand vous regardez sur des sites, c'est quoi les règles de calcul. Des fois, vous tombez sur des choses assez baroques et extrêmement compliquées. Voilà la règle de calcul. Il se trouve que cette règle de calcul, ça, c'est probablement ce que pourra expliquer quelqu'un de fonctionnel. En fait, cette règle de calcul, ça revient à calculer l'inverse
d'un nombre, donc des 13 premiers chiffres contre leur nombre, modulo 97. Voilà, c'est ça que ça veut dire, le calcul de la clé. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que ce calcul de la clé, ben, il va falloir le vérifier. Et tout ça pour aboutir à quoi? Tout ça pour aboutir à la fonction de validation du NIR, qui dit, bah, OK, est-ce que j'ai un NIR valide? Dans cette fonction de validation, bah, elle va vérifier la longueur du NIR, hein, c'est là, et donc va commencer à déstructurer ce NIR. Donc là, c'est un moyen, j'ai utilisé un moyen naïf, on pourrait éventuellement trouver un moyen un peu moins naïf, en tout cas un peu moins verbeux, mais en tout cas, elle a le mérite de la simplicité et de l'évidence. Et du coup, maintenant, bah, j'ai un NIR valide si le code du sexe est valide, si le code d'année est valide, si le code du mois est valide, si le code département, pays et numéro de série sont valides, et enfin, si la clé est valide. Voilà. Et donc, je vais pouvoir valider. Et donc, ce code de validation, hein, il y a des fonctions de validation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, le code c'est relativement simple. Il suffit de lire des chiffres et de vérifier qu'ils sont bons. Donc ça, c'est si je le faisais en développement dirigé par les tests. Alors, ce code-là, bah, il a un certain nombre de problèmes, hormis le fait que potentiellement, il n'est pas très bien écrit, mais ça, c'est pas juste parce que je l'ai fait vite, mais un des premiers problèmes qui saute à la structure, c'est qu'en fait, on ne voit pas du tout la structure de ce que c'est qu'un NIR dans le type. En fait, le type, là, ici, mon type, en fait, est beaucoup plus large. Et donc, l'idée de test-driven development, ça va me permettre de valider que mon type, de faire en sorte de vérifier que la fonction de validation est correcte. Mais en fait, ce qu'on voudrait, et ce qui serait relativement logique, c'est de dire, mais est-ce que je pourrais pas faire en sorte que lorsque j'ai un objet de type NIR, cet objet soit, par construction, un objet correct. Et donc ça, c'est ce principe de base, hein, c'est vraiment ce qui est au cœur du type-driven development. Alors ça a plusieurs noms. Un des choses que vous avez peut-être déjà entendu, c'est l'idée de make impossible states impossible. C'est l'idée de dire, pourquoi s'embêter dans notre code à tester des cas aux limites si on pouvait faire en sorte que ces cas aux limites, en fait, on ne peut jamais les écrire, on ne peut jamais les représenter dans le code. Et cette idée, elle a aussi un autre nom qui est cette idée de dire, mais plutôt que de valider des chaînes de caractères, et en fait, plutôt que d'avoir des représentations entre guillemets faibles et de valider des représentations, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait parser et donc analyser en fait ce qui arrive du monde extérieur, puisque le monde extérieur, lui, va vous envoyer n'importe quoi. Lui, le monde extérieur va vous envoyer des chaînes de caractères. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas analyser ces chaînes de caractères et construire et rejeter tous les inputs invalides pour ne construire que des inputs corrects? Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça nous apporte la garantie que quel que soit l'endroit dans mon système où je vais utiliser mon NIR, eh bien, ce NIR sera correct. Un des bénéfices étant que du coup, maintenant, j'ai plus besoin de m'embêter à calculer la clé. À quoi sert la clé? La clé, elle sert simplement à vérifier l'intégrité en fait du code, à vérifier la cohérence du code et vérifier qu'il n'a pas été modifié. Mais si mon code est correct par construction, en fait, j'ai plus besoin de trimballer la clé. Ou éventuellement, je peux trimballer la clé, mais elle va me servir simplement à vérifier que le contenu du NIR lui-même n'a pas été modifié, mais non pas pour vérifier la consistance de la représentation du NIR. En plus, un deuxième avantage, c'est que du coup, maintenant, si je fais ça, et donc c'est ce que je suis en train de montrer actuellement à l'écran, hein, si je fais ça, mon code devient beaucoup plus lisible. Au lieu d'avoir une chaîne de caractères complètement opaque, eh bien, je vais représenter pour chacun des composants de mon NIR, je vais les représenter par un type qui va être explicite. Donc, pour la partie sexe, je vais avoir un objet de type sexe. Pour l'année, je vais avoir un objet de type année. Pour le mois, je vais avoir un objet de type mois, etc., etc. Donc, cet objet, maintenant, et ces objets, hein, je peux les détailler. Donc, j'ai mon objet de haut niveau qui est, lui, extrêmement explicite. Et les contraintes attachées à chacun des types, je vais les embarquer dans chacun des types, dans chacun des sous-types, des sous-structures du NIR. Et donc, ce que je vais avoir, le sexe. Le sexe, en fait, du point de vue de l'INSEE, il n'y en a que deux possibles. Hein, c'est soit M, soit F. Je n'ai pas de jugement sur la pertinence ou pas de ce classement, il se trouve que c'est le cas actuellement.
Et donc, plutôt que dans mon code, je manipule le codage du sexe sous la forme du caractère 1 ou 2, pourquoi ne pas manipuler directement cette information? Dire, l'information en fait que ça représente, c'est masculin ou féminin. Et du coup, autant directement le rendre explicite ici dans le sexe. J'aurais pu ici mettre masculin et féminin. M et F étaient plus courts. Donc ça, c'est une première implémentation intéressante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des types algébriques. Ou en fait, type algébrique, c'est un nom extrêmement sophistiqué pour dire une énumération dans le cas présent. Type algébrique, en fait, c'est on en verra un exemple un peu plus tard. Mais ça, c'est juste une énumération, et en utilisant des énumérations explicites, eh bien, j'ai la garantie que mon IR est correct. Un deuxième type de type, si j'ose dire, ça va être quoi? Ça va être de dire que mon année, en fait, par construction, je veux qu'elle soit comprise entre 0 et 99. Et donc, ça veut dire que le code année, c'est un type que je veux restreindre entre 0 et 99. Zn, c'est quoi? Alors, Zn, c'est l'expression, c'est le type représentant les nombres relatifs modulo un certain nombre. Donc, la relation de congruence, et donc c'est Z sur Zn, 100, ça veut dire tous les nombres compris entre 0 et 99. Et donc là, encore une fois, par construction, si j'ai un objet de type année, cet objet est nécessairement correct. Les mois sont relativement simples. Pareil, les mois, il n'y en a que 12. Il n'y en a pas 99 ou 100. Donc, pourquoi m'embêter à avoir trimballé 2 chiffres pour les mois? L'exemple du département, voilà un exemple d'un type de données algébrique. Pareil, pourquoi trimballer l'encodage alors que je pourrais avoir quelque chose d'explicite? Et on voit bien que si je devais généraliser département et commune en un seul type, je pourrais en fait traiter le cas des départements d'outre-mer de manière beaucoup plus naturelle en disant j'ai le cas métropole, le cas département d'outre-mer et le cas étranger. Et à chaque fois, avec des composants différents. Et donc ici, le cas du département, j'ai bien séparé les cas où j'ai un code département qui est un nombre compris entre 0 et 95. Et là, on voit d'ailleurs un petit trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a pas de département 0. Et puis, l'étranger, qui va être encodé en 99, etc., etc. Et pareil pour le type clé. Et du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est construire, en fait, avoir une fonction qui va, en fait, être une fonction à l'extérieur et à la couche extérieure de mon système, qui va prendre une chaîne de caractères et qui va me construire un IR valide, ou alors me retourner une erreur. C'est ce que veut dire le type ici, either. Donc ça, c'est en input. Et donc, du coup, maintenant, ce que je veux faire, et donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je construise un parseur de NIR. Et donc, le parseur, en fait, ce que auparavant, j'avais encodé dans des tests unitaires qui vérifient l'encodage d'une chaîne, eh bien, maintenant, je peux l'exprimer de manière beaucoup plus générique dans la propriété fondamentale de mon NIR. Et de dire, voilà, si j'ai un NIR, et donc pour n'importe quel NIR, n'importe quel objet, n'importe quel code de sécurité sociale valide, et valide par construction, si j'imprime ce NIR, ce qu'on appelle le pretty print, c'est-à-dire si je génère sa représentation sous forme de chaîne de caractères, et si je reparse cette représentation sous forme de chaîne de caractères pour reconstruire un NIR, eh bien, à ce moment-là, la représentation, le NIR que je reconstruis à partir de la représentation de chaîne de caractères doit être égal au NIR que j'ai généré au départ. Et donc, ce que j'ai exprimé là, c'est exprimer la propriété fondamentale, donc l'isomorphisme entre le fait de produire la représentation sous forme de chaîne de caractères d'un NIR et analyser cette chaîne de caractères. Et comme cette propriété, c'est une propriété, cette propriété, je peux la vérifier. Je peux la vérifier en utilisant l'outil QuickCheck que j'ai exprimé tout à l'heure. Et donc, j'ai vraiment lié les deux choses. J'ai d'une part la capacité à exprimer un type qui est correct par construction, et d'autre part, la capacité à vérifier que ce type qui est correct par construction, je peux le transformer en chaîne de caractères ou transformer une chaîne de caractères en un type correct par construction, si et seulement si la chaîne est correcte elle-même.
Donc, je vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est du code qui risque de piquer un petit peu aux yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée que je dois être capable de manipuler mon IR, en fait, hein, de manière complètement transparente dans mon code. Et dans mon code, ce NIR doit être correct par construction. Donc, si j'essaye, par exemple, ici de compiler mon NIR, je peux tester ma fonction et on peut imaginer, par exemple, tiens, on va en faire un verbose check de cette propriété d'isomorphisme. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et si je fais un verbose check sur cette propriété pour voir qu'est-ce qu'il va me générer comme exemple, donc parse est inverse de print. Alors peut-être que bon, je vais me voilà ici, hop. Bon, ok, c'est l'effet des mots, c'est pas très grave. Ce qui peut être intéressant, par contre, je dois pouvoir montrer make NIR hein, ici. Si je fais NIR avec mon numéro de sécurité sociale, voilà, eh bien, ce numéro de sécurité sociale est correct. Et donc, si jamais je change, et ici, voilà, ma clé est invalide. Donc, le gros avantage, c'est que du coup, maintenant, ce que j'ai produit, c'est un objet fortement typé. Le type de NIR, c'est NIR. Et cet objet, comme il est fortement typé, comme le type est correct par construction, et comme j'ai prouvé qu'il était correct par construction, grâce au compilateur, qui me garantit que je ne peux jamais faire autrement, je ne peux jamais avoir de NIR incorrect, je ne peux jamais avoir de code département qui fasse 127, eh bien, je n'ai plus besoin de me préoccuper de cette validation. Voilà. Ben, je crois que j'arrive au bout de cette présentation, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et Christian me dit qu'il me reste un peu plus de 10 minutes. Bah, c'est super, donc en fait j'ai beaucoup de temps. J'avais 1 heure, je croyais que j'avais 50 minutes. Ce que je voulais vous dire, donc le message. Hein. Le message c'est quoi? Le message c'est de dire le TDD, au sens de Test Driven Development, c'est un outil extraordinaire, vraiment essentiel, qui a été introduit dans l'agilité par Ken Beck dans XP, et qui va permettre de construire en fait du code qui va être correct, en faisant en sorte que on se pose les questions avant même d'écrire la moindre ligne de code. L'idée du Time-Driven Development, et je n'en ai fait qu'en égratigné la surface, hein, il y a plein d'autres choses derrière, il y a l'idée que derrière, en posant les questions, c'est-à-dire en fait en définissant des types qui sont plus riches que les types de base que l'on manipule dans des langages habituellement, hein, et qui nous viennent du C, qui nous viennent des langages un peu primitifs des années 80, ou des années 70 plutôt, eh bien en manipulant des types plus riches, on obtient les mêmes propriétés que ce qu'on a avec le TDD, c'est-à-dire de l'assurance, la garantie qu'en fait mon code va être correct, que j'ai traité des cas aux limites, que je ne vais pas avoir que surtout si je change mon implémentation derrière, si je change mon code, eh bien le compilateur va me le dire. Donc soit les tests vont casser, soit là le compilateur va me le dire. L'idée du time-driven development, c'est de faire en sorte que cette boucle de feedback, elle soit remontée le plus tôt possible. Il y a cette idée qui est assez courante aujourd'hui dans le monde de l'infrastructure, cette notion de shift left. C'est remonter vers la gauche, donc vers la gauche, vers le début du processus de développement, toutes les questions un peu critiques, hein, notamment par exemple les questions de sécurité. Là, l'idée, c'est de remonter vers la gauche cette boucle de feedback pour faire en sorte qu'elle arrive le plus tôt possible. Et qu'avant même en fait que mon code ne soit exécutable, que je ne sois même déployable, le compilateur me dise « Ah non, mais en fait, tu ne peux pas faire ça. C'est absolument impossible. Tu n'as pas le droit de construire un IR qui ne soit pas correct. »
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il semble que nous ayons des questions. Donc, je vais aller me dépêcher de reprendre les questions. C'est ici que ça se passe. Alors, question numéro 1 de Sébastien. Est-il vraiment possible d'appliquer une telle rigueur avec tel langage typé? Alors, la réponse est non. Puisque bien évidemment, là, ce que je vous ai présenté, ce sont des choses un petit peu sophistiquées. Le type ici, hein, le 1000 que l'on voit là, en fait, c'est un type. Et donc, ça veut dire que ici, j'ai ce qu'on appelle une notion de type dépendant, puisque j'utilise une valeur. Donc, la valeur, c'est 1000, hein, c'est un nombre, mais je l'utilise comme un type, en disant, mais là, c'est le type, je définis le type de tous les nombres entiers relatifs qui sont congrus à 1000. Donc ça, tous les langages ne peuvent pas le faire. Le truc, c'est que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est un curseur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans un langage, on va dire, sans type, vous ferez du TDD. Par contre, ce que vous pourrez faire, peut-être, c'est utiliser du property based testing. Et donc, c'est sortir du TDD à la papa avec des exemples enquillés les uns à les autres pour exprimer des tests qui sont de plus haut niveau, un petit peu plus abstraits, exprimer des propriétés plus abstraites sur votre code. Aujourd'hui, dans des langages comme Clojure, comme Python, il existe un excellent framework de tests de property based testing en Python qui s'appelle Hypothesis. Voilà, on peut l'utiliser. Et pourtant, Python n'a pas vraiment de type. Il n'y a pas de type sérieux en Python, à ma connaissance. Et dans tous les langages aujourd'hui, quel que soit le degré de rigueur de leur système de type, on a la possibilité d'utiliser ça. Si vous avez un langage plus fortement typé, vous êtes dans du Haskell ou dans du Helm, par exemple, Helm a déjà un système de type qui va vous permettre d'un peu plus de rigueur. Si vous êtes dans du Haskell, ça va être encore plus. Si vous faites du Idris, ça va être encore plus loin, parce que les propriétés qu'aujourd'hui on exprime sous forme de quick check, on pourrait les exprimer carrément dans le système de type, etc., etc. Donc, mais ce qui est important, c'est que c'est un curseur, et ce curseur, en fait, ne s'arrête pas au test driven development avec des exemples. C'est un petit peu ça le message. Question numéro 2. Est-ce que pousser le typage des objets de manière aussi poussée ne rend pas le code trop black box et entraîne une certaine incompréhension pour les débutants? Alors, j'ai envie de dire, bien au contraire. Pourquoi? Parce que, alors, hormis évidemment les aspects techniques, c'est-à-dire comment j'écris, enfin, comment je sais que je peux écrire ça. Et ça, j'ai envie de dire, c'est lié à la connaissance du langage, et si vous êtes débutant, vous êtes débutant, par définition, donc il va falloir acquérir cette connaissance. Par contre, moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a extrêmement peu d'impédance mismatch entre le métier et le code. Et aujourd'hui, quand j'ai un mois, c'est un mois, quoi. C'est pas 0,2. C'est février. Et ça, moi, je trouve ça, c'est extrêmement riche. Quand j'ai un numéro de sécurité sociale, c'est pas 1 69 18 033 190. C'est j'ai une personne de sexe masculin née en 1969 dans le département 18, etc., etc. Donc, au contraire, j'ai envie de dire, le type et ça, cette information-là, si vous comparez avec ça, alors bien évidemment, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais même sans aller aussi loin. Il y a très souvent, enfin, dans nos codes, on voit souvent du string-based programming. Donc, en fait, on a des représentations de choses sous forme de chaîne de caractères. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus explicite d'avoir des types comme ça. Et c'est beaucoup plus explicite, y compris pour un néophyte. Si j'arrive dans ce code-là et qu'on me dit, ah bon, alors tu vas devoir rajouter le cas des dom-tom. Je sais regarder, en fait. Je sais, c'est quoi les dom-tom? En fait, ici, je sais que je vais devoir regarder ici. C'est dans ce coin-là que ça se passe, parce que c'est là que les départements et la commune sont liés. Donc, j'ai envie de dire bien au contraire. Plus les types sont un moyen de rendre le code beaucoup plus explicite et beaucoup plus accessible aux débutants. En fait, aux débutants, en tout cas, aux gens qui arrivent dans la base de code, en encapsulant des propriétés. Alors après, évidemment, c'est clair que dans les détails d'implémentation de chacun des types, je peux avoir de la complexité technique. Mais ce sont des boîtes noires qui ont le mérite de pouvoir écrire du code beaucoup plus explicite.
Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. J'espère que oui. Je pense que l'incompréhension pour les débutants, elle est liée au langage. Elle n'est pas liée au type eux-mêmes. Après, que vous ayez du mal à comprendre le Haskell, je peux comprendre, je l'admets. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Même si c'est un langage avec assez peu de cérémonie, bah, il y a quand même des choses qui sont pas forcément évidentes. Je pense que ça, même si vous connaissez pas le Haskell, en fait, hein, cette chose-là, bah, elle est relativement claire, relativement explicite. Pareil pour le sexe ici, pareil pour le mois. Ici, oui, là, c'est clair. Année ZN 100, c'est bon. On pourrait. Après, j'aurais très bien pu faire un truc comme ça, hein, par exemple, avoir la possibilité de dire, bah, j'ai le type limite, voilà, qui prend un K, et ce type limite, en fait, c'est ZNK. Voilà. Et renommer ici mon type. Et ça me donne une limite, en fait, et ça, du coup, au lieu d'utiliser ZN, qui est un truc un peu technique, bah, j'utilise un type qui est un peu plus métier. Et 15h09, c'est pas gentil pour les devs Python. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve ça très bien, Python. C'est juste qu'il n'y a pas de type. Mais c'est pas un problème. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres remarques. Là, le gros avantage, c'est qu'on ne peut pas envoyer des tomates quand on est en remote. Donc ça, c'est cool. Mais je ne pense pas qu'on aurait beaucoup, puisque on a gardé On a perdu tout le monde. Tout le monde jusqu'à la fin. Donc, wow. C'était vraiment, voilà, c'est vraiment super. N'hésitez pas, j'ai mis dans le chat, j'ai posté dans le chat le lien pour les fun facts. Donc, si vous avez à faire un retour à chaud ou à froid par la suite, donc comment améliorer, voir comment rendre moins intéressante cette conférence. Tentez. Et puis, merci beaucoup. Donc, oui. Oui, non, je voulais juste dire que tout ça, c'est dans un repo Git, GitHub, que vous pouvez bien évidemment explorer. Il y a d'autres choses que ce que je vous ai présenté là, liées à d'autres présentations que j'ai faites dans d'autres contextes, mais toujours autour de ce même sujet. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter.